Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour 5 nouveaux threads d'horreur. En tout cas, j'espère que tu vas kiffer cette vidéo un petit peu longue qui devrait faire à peu près une trentaine de minutes. Si c'est le cas, t'hésites vraiment pas à me le dire en commentaire. Allez, je vais pas te prendre plus de temps, donc si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jenny. Tout d'abord, pour vous raconter son histoire, parlons un petit peu de sa ville et de ses environs. Entre sa ville et la ville voisine, il faut savoir qu'il y a une maison abandonnée. Cette maison abandonnée est reliée par la route qui relie les deux villes. C'est une vieille maison qui date de plusieurs siècles. Enfin, d'après les relevés bancaires qu'elle a pu trouver. Et aussi à cause de l'architecture du lieu. La maison a 2 étages avec un sous-sol. Il y a beaucoup de meubles et d'objets éparpillés à l'intérieur et elle est loin d'être vide. D'ailleurs, vous pouvez facilement deviner qu'elle n'a pas été habitée depuis des décennies. Et celui qui la possède ne semble même pas connaître son existence. D'ailleurs, celui qui a vécu dedans, c'est comme s'il avait disparu du jour au lendemain en laissant tout derrière lui. La façon dont Jenny pouvait entrer auparavant était par la porte de la cave au sous-sol. Elle était ouverte et soutenue par de gros bâtons. Les premières visites de Jenny remontent à 2 ans et elle n'y est pas retournée depuis cette époque. Puis un jour, Jenny en a parlé à une amie qui a exprimé son intérêt à aller voir la maison quand elle lui a raconté son expérience. Et donc, l'été dernier, Jenny lui a dit qu'elle l'emmènerait sur les lieux. En aucun cas, Jenny elle aurait pensé que ce voyage serait dangereux. En plus de ça, elle lui a juste dit que c'était un endroit intéressant à explorer. Elle et son amie se sont alors garés en face de la maison dans le parking de l'un des bâtiments industriels à proximité. La route, c'est une route rurale. Mais elle était loin d'être inutilisée et elle ne voulait pas du tout être interrogée sur ce qu'elle faisait ici. À ce moment-là, Jenny elle a peur. Et donc c'est son amie qui est un petit peu plus courageuse qui va prendre la tête. Alors oui, Jenny, malgré ses multiples visites, elle avait quand même peur d'y aller. Son amie a alors marché en tête du groupe jusqu'à l'avant de la maison. Puis elle lui a posé quelques questions au sujet de ce que Jenny avait trouvé dans cet endroit. Elle lui dit qu'elle a déjà visité la cuisine qui contenait encore de la nourriture périmée et qu'à l'étage, il y a un petit jeu de société. Enfin, il y avait parce que au final, elle l'a ramené chez elle. Alors que les filles marchaient toutes les deux en longeant le côté de la maison qui donne vers l'arrière avec la cave, Jenny a pu remarquer qu'il y avait beaucoup plus de broussailles que lors de sa dernière visite. Elle y était allée au printemps dernier avec sa sœur et sa meilleure amie. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas autant de broussailles que maintenant. Elles sont donc obligées de se déplacer avec précaution. D'ailleurs, plus elles avancent et plus l'herbe est épaisse. Elles essayent donc tant bien que mal de trouver le chemin vers la cave. Finalement, elles ont avancé et ont traversé quelques branches et ont finalement trouvé la cave. Elle est brisée et ouverte telle que Jenny l'avait vue la dernière fois. Les filles ont parlé pendant 1 seconde dans leur nervosité. Et Jenny a observé la cave qui mène à cette maison sombre et abandonnée. En regardant l'ouverture, Jenny elle se souvient avoir été très timide. Elle a pu remarquer que certains des bâtons qui soutenaient la cave lui semblaient pas familiers. Malheureusement, elle a rien dit à son amie car elle pensait que sur le moment, c'était juste son anxiété qui parlait. Du coup, les 2 filles discutent pour savoir qui devrait y aller en première. Et son amie lui dit que puisqu'elle est l'experte, elle devrait y aller en première. Le truc, c'est que l'entrée, elle était vachement exiguë. Il y a la moitié de la cave qui a été effondrée et donc ça laissait peu de marge de manœuvre. Elle doit se baisser sous la partie de la porte de la cave qui est encore assemblée. Ensuite descendre lentement les marches et enfin tourner son corps sur le côté pour passer à travers le petit espace dans le sous-sol. Jenny a mis longtemps à passer sous la porte car son stress est remonté d'un coup. Mais elle a fini par le faire et son amie a suivi. Et justement, elle l'a fait assez rapidement, ce qu'elle a bien apprécié. Elles sont donc maintenant là, toutes les deux dans un coin du sous-sol. Jenny a allumé la lampe de poche de son téléphone et son amie l'a fait également. Il y avait une toile d'araignée dans le chemin qui menait aux escaliers pour le premier étage. Jenny elle a regardé un petit peu autour d'elle et elle a enfin trouvé un outil pour essayer de déblayer cette énorme toile d'araignée géante. Après ça, elle s'est débarrassée de l'outil au sol. Les 2 filles ont alors parlé tranquillement de trucs un petit peu banals. Mais à un moment, toutes les 2 ont arrêté de parler pendant 1 seconde. Au-dessus d'elles, elles ont clairement pu entendre des bruits de pas sur les planches. Et en plus, ces pas ils semblaient se diriger vers les escaliers qui menaient au sous-sol. Du coup, Jenny elle regarde directement son amie. Sauf que elle semble pas du tout réagir au bruit qu'elle vient d'entendre. Elle regarde alors son amie qui soudain est maintenant très inquiète. Et avant même qu'elle puisse dire quoi que ce soit, son amie lui dit « On doit partir d'ici !»
Son amie va alors se retourner et sauter pratiquement dans les escaliers pour sortir de la cave. Et justement, elle est sortie très rapidement. Mais bon, ça va, elle peut voir que son amie s'est retournée pour lui tendre la main pour l'aider à se relever. Puisque Jenny, elle est un petit peu plus lente que son amie. Mais bon, elle a quand même monté les escaliers assez rapidement avec tout ce stress. Grâce à l'aide de sa copine, Jenny a pu sortir de la maison. Elle a atterri sur les mains et les genoux après s'être échappée de la cave. Mais elle n'est pas restée longtemps dans cette position, elle s'est directement relevée. Elle s'est retournée vers sa pote qui était accroupie et qui regardait dans la cave. Jenny lui a dit qu'elle devrait sortir d'ici. Elle s'est alors détournée et lui a dit de passer par les mauvaises herbes. De là, les deux copines ont couru à travers les broussailles. C'était quand même des bonnes broussailles étant donné que la peau de Jenny, elle a été coupée à certains endroits. Après un petit moment de course, elles sont maintenant à l'avant de la maison. Sauf que maintenant, sa pote n'arrête pas de la presser d'aller devant elle. Et elle, entre-temps, elle n'arrête pas de regarder derrière. Son amie qu'on va appeler Samantha d'ailleurs a pris son téléphone et rallumé sa lampe torche pour les faire passer sur la maison au niveau des fenêtres. Là, Jenny, elle comprend rien à ce qui se passe. Et elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça va bien ?» Samantha, au début, elle répond vraiment pas. Donc Jenny, elle lui demande si également elle a entendu la même chose qu'elle, c'est-à-dire des bruits de pas au-dessus d'elle pendant qu'elle s'enfuyait du sous-sol. Sam se retourne alors vers Jenny et lui dit que oui, elle a bien entendu les bruits de pas et que c'est pourquoi elle surveille la cave pour voir s'il y a quelqu'un qui les suit. Elle a alors continué en disant qu'après l'avoir tirée vers le haut, elle s'est retournée pour la guider avant de lâcher sa main, puisque quand elle s'est retournée, elle a pu voir des pieds. Des pieds nus et pleins de sang qui étaient au fond de la cave. Malheureusement ou heureusement, elle a pu voir que des pieds et un petit peu des jambes qui étaient vraiment couvertes de sang. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que ouais, il fallait tailler en vitesse. Bon, au début, Jenny la croit pas du tout. Elle pense que son amie essaye de lui faire un petit peu peur. Sauf qu'elle connaît en même temps son amie et elle se dit que c'est pas normal. Puisque au ton de sa voix, elle a l'air vraiment sérieuse. Et maintenant, ça y est, elle le sait en regardant le regard de Sam qui est vraiment silencieux. Elle sait que son ami essaye pas de lui rajouter un petit peu de peur ou essayer de pimenter l'expérience. Mais bon, juste pour être sûr, Jenny lui demande si elle ment. Et là, Samantha, elle en peut plus, elle lui répond donc agressivement que non. Elle lui dit que c'est pas possible qu'elle mente puisque Jenny a aussi entendu les bruits de pas dans la maison. Et donc, normalement, si elle capte bien les choses, elle doit bien comprendre qu'elle n'était pas seule dans cette maison. Elles sont donc restées là pendant quelques secondes à vraiment pas quoi savoir faire. Au bout d'un moment, elles décident de retourner toutes les deux de l'autre côté de la rue vers leur voiture. Elles sont restées un moment près de leur voiture observant la maison pour voir si quelque chose ou quelqu'un allait sortir. Mais non, il n'y a rien qui est apparu. Après avoir parlé un petit temps, elles se sont dit que waouh, c'était quand même fou comme expérience. D'ailleurs, pendant qu'elle parlait de ça, Samantha a essayé de rassurer Jenny en lui disant que oui, elle disait bien la vérité. Et là, heureusement pour elle, la pluie a commencé à tomber et là, ça y est, elles se sont dit qu'il fallait partir. En remettant les choses dans leur contexte, Jenny croit maintenant entièrement son amie. Elle se souvient très bien des bruits de pas qu'elle a entendus ce jour-là. Depuis, Jenny n'est pas retournée dans cette maison. Après, elle essaye de rationaliser en se disant que l'homme qui était là-bas, c'était sûrement un sans-abri qui cherchait un abri justement. Mais encore aujourd'hui, en y pensant à cette histoire, elle a des petits frissons. Et oui, effectivement, je peux la comprendre. Parce que là, elle pense que c'est un sans-abri ou quoi. Mais peut-être pas, attendez, on sait jamais, il avait quand même du sang partout sur lui. Je me dis, on sait jamais, le gars il mangeait des trucs dans la forêt ou quoi, je sais pas, il fait des trucs bizarres. On a vu tellement de threads d'horreur où il se passe des trucs chelous que ça me choquerait pas qu'il y ait un mec qui ait tué quelqu'un et puis voilà, enfin vous connaissez. Allez, on passe maintenant au second thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Poppy. Pour le week-end, Poppy a voulu rendre visite à son copain qui habite à 2 heures de là où elle vit. Et généralement, elle y va en train. Il faut savoir que notre petite Poppy, c'est une personne qui a pas facilement peur. Mais elle garde quand même toujours un petit œil ouvert. 1 heure après le début de son voyage, il doit être dans les environs de 20 heures. Et à ce moment-là, elle peut voir 2 hommes monter dans le même compartiment de train qu'elle. Elle est assise sur un siège à 2 places. Le siège à côté d'elle, il est totalement vide. Devant elle, il y a une sorte de carré, comme ça fait 4 sièges pour 4 personnes normalement. 2 paires de 2 sièges. Au moment où les hommes sont rentrés, elle a pu entendre qu'ils faisaient beaucoup de bruit. Même si tous les autres passagers étaient silencieux, eux n'en avaient rien à foutre et ils étaient très bruyants. Sauf que personne leur a rien dit étant donné que tout le monde semble déjà très méfiant. À partir du moment où ils sont rentrés dans le compartiment, ils ont fait une chose plutôt dérangeante. Ils n'ont pas arrêté d'avoir les yeux fixés sur Poppy. Les 2 hommes s'avancent vers elle et ils s'assoient sur le siège devant elle, c'est-à-dire là où il y a les 4 places. À partir de ce moment-là, ils n'ont pas arrêté de la garder à l'œil. S'il y en a un qui la regardait pas, c'est le collègue qui le faisait. Bon oui, elle a l'habitude qu'il y ait des hommes qui la regardent un petit peu. Mais là, il y a quelque chose qui cloche.
Elle nous dit que c'est vrai, d'habitude ça la met un petit peu mal à l'aise qu'il y a un homme qui la regarde. Mais dans le regard de ces hommes, eh bien elle peut sentir du danger. Les regards qu'ils lui lancent sont vraiment bizarres. Elle a l'impression qu'ils la regardent de toutes les manières possibles. Ils essayent de la regarder à travers les chaises, à travers les espaces libres. Ils se lèvent même de leur siège pour la regarder d'un petit peu plus haut. Ils se rassoient, ils penchent la tête d'un côté. Ils la regardent même à travers le reflet du carreau. Ils vont même se lever de leur siège, passer devant elle, la regarder fixement et revenir à leur place. Et ils font ça à tour de rôle dans le train. Ils arrêtent pas de faire des allers-retours jusqu'à l'autre compartiment du train. L'autre compartiment du train, eh ben il est juste séparé par une porte vitrée. À chaque fois qu'il y a un gars qui fait cette petite manip, eh ben il arrête pas de la regarder. À un moment, l'un d'eux est parti. Et l'autre homme a pu se déplacer et a eu une vision claire de Poppy. Il a continué de la fixer. Il s'est mis à passer sa tête au milieu des sièges et il a essayé d'offrir à Poppy un petit chocolat. Ce qu'elle a directement refusé et elle a bien fait, je pense. Puis l'autre homme est revenu et 5 minutes plus tard, c'est celui qui s'était pas encore éloigné qui a fait la même stratégie. Pour vous dire, ils ont fait que ça pendant un petit moment, des échanges comme ça. Et à chaque fois que l'un d'entre eux se levait, l'autre était vraiment en mode sniper. Il la surveillait comme pas possible. Bon, pour rien arranger, à chaque fois que l'un d'entre eux revenait, il se mettait à discuter de quelque chose. Mais Poppy n'arrivait pas à entendre et surtout à traduire ce qu'il disait. Les deux hommes ont continué à la regarder et à discuter. Quand il ne restait que 20 minutes de voyage à Poppy, beaucoup de gens sont descendus à un arrêt. Sauf que maintenant dans ce wagon, il reste plus que les deux hommes, Poppy et un homme. Au moment où toutes les portes sont sur le point de se fermer, eh bien il y a l'un des hommes effrayants qui va faire un petit truc chelou. Il se met à checker dans les wagons pour voir s'il y avait des gens qui étaient montés. Poppy ne sait pas pourquoi ils ont fait ça, mais quand les hommes sont revenus, ils ont scanné le train pour voir combien de personnes s'y trouvaient. Enfin ça, c'est ce que Poppy suppose. À partir de ce moment-là, ils se sont tous les deux installés dans les sièges en face de Poppy et n'ont pas arrêté de la regarder. Comme vous pouvez l'imaginer, eh bien elle a commencé à paniquer et à stresser à fond. Alors elle s'est lentement retournée pour regarder derrière elle. Elle regarde à travers les portes vitrées pour voir s'il y avait quelqu'un d'autre qui pourrait l'aider. Et bingo, c'est sa chance, il y a du monde de l'autre côté de la porte vitrée. Du coup, elle enfile lentement et très doucement sa veste, puisque sur le trajet, il lui reste à peu près 10 minutes à faire encore. 2 minutes plus tard, il y a un des hommes qui commence à se préparer aussi. Il a pris son sac, sa veste et il a continué à la regarder. Tout ça en la fixant et en continuant à discuter avec l'autre homme. C'est là que notre petite Poppy a commencé à vraiment paniquer. Bien évidemment, par SMS, elle a informé ses amis de ce qui se passait dans le train. Et surtout son petit ami qui est déjà arrivé à l'arrêt de train qui l'attend sur le quai. Ensuite, Poppy a réfléchi à la chose la plus intelligente à faire. Puisque oui, il y a un numéro d'urgence dans le train que l'on peut appeler ou envoyer un petit SMS si vous vous sentez pas en sécurité. Sauf qu'elle a vraiment l'impression et surtout le sentiment que ça va pas vraiment l'aider. Notre petite Poppy décide donc de se rasseoir pour voir ce que ces hommes allaient faire. Les deux hommes se sont alors levés, ils ont pris leur sac et ils ont commencé à marcher vers Poppy. Là, Poppy, elle sait que c'est pas bon. Elle fait un rapide scan du wagon et elle peut voir qu'il y a un homme. En fait, elle l'avait pas vu tout à l'heure. Elle s'est donc très rapidement rapprochée de lui et lui a demandé de l'aide. Elle nous dit qu'elle a agi comme ça étant donné que les deux hommes, ils avaient pas d'intérêt à se lever étant donné que leurs sièges étaient les plus proches de la sortie. Poppy a donc expliqué à l'homme à côté d'elle ce qui se passait et elle lui a demandé s'il pouvait l'aider. De son côté, ce monsieur lui a confirmé que oui, les deux gars sont très chelous envers elle. Il lui a même dit qu'il avait vraiment peur pour elle. Bon, cet homme lui a dit qu'il allait faire de son mieux et l'a décalé côté fenêtre pour que ce soit lui qui soit côté passager. Comme ça, elle sera un petit peu plus en sécurité. Le gentilhomme à côté d'elle a essayé de faire la discussion pour la distraire un petit peu et il lui a posé des questions sur sa vie. D'ailleurs, tout à l'heure, quand les deux crétins ont vu qu'elle s'était assise à côté de cet homme, eh bien ils sont passés devant Poppy et ils ont franchi les portes du compartiment. Je vous rappelle, c'est des portes vitrées et forcément on peut tout voir à travers. Du coup, elle pouvait très bien les voir de l'autre côté. Mais bon, elle essaye de garder sa peur pour elle, même si elle tremble d'une manière incontrôlable. D'ailleurs, quand ils ont franchi cette porte, eh bien Poppy a pu voir que les deux hommes ont échangé des regards. Puis ils se sont mis à la regarder elle, et à partir de là, ils ont discuté de quelque chose. Ils l'ont regardée de nouveau, et ils se sont retournés et sont repartis dans l'autre sens. C'est là qu'ils ont commencé à marcher vers la sortie du train, là où se trouvait une autre porte vitrée. Ce qui fait que Poppy elle peut encore les voir. Pendant tout ce temps, ils se tenaient autour de la sortie du train. Ils la regardaient toujours intensément, avec un regard très effrayant et dérangé. C'est comme si elle pouvait décrire sur leur visage « Tu t'es enfui, mais tu n'auras pas cette chance la prochaine fois ». En les voyant, c'est clairement comme ça que Poppy pense. L'homme à côté d'elle, il peut également ressentir ça. Et il fait de son mieux pour essayer de la calmer. Il lui a dit qu'il n'allait pas la laisser descendre du train toute seule et qu'il l'attendrait avec elle, son petit ami, jusqu'à ce qu'il arrive. À ce moment-là, Poppy elle a immédiatement été réconfortée. Mais ensuite, ils sont arrivés à l'arrêt de train. Poppy et cet homme ont alors commencé à marcher du côté de la sortie.
Là, Poppy elle a pu voir un cauchemar se réaliser sous ses yeux. À la sortie du train, debout, il y avait 2 autres hommes avec le même regard que les 2 creepy dans le train. Ils parlaient la même langue et ils agissaient bizarrement aussi. D'ailleurs, ces hommes, eh bien, ils étaient probablement dans les wagons de droite et de gauche. Vous vous rappelez les wagons où ils faisaient des allers-retours les 2 autres gars? Les hommes à la sortie ont pu voir Poppy. Ils l'ont regardée avec un regard effrayant. Mais ensuite, ils ont pu voir l'homme gentil avec elle. Les 4 hommes ont alors détourné le regard. Après ça, ils se sont immédiatement cachés le visage avec leur capuche et un masque. Puis d'un coup, comme ça, ils se sont mis à courir. Juste avant, il y a un des gars du groupe qui a dû dire quelque chose et qui les a fait sprinter. Poppy ne pensait pas que ça lui arriverait un jour dans le pays où elle habite, surtout en Europe. Mais elle nous rappelle qu'on n'est jamais en sécurité à 100% où que l'on soit. Elle aurait aimé remercier l'homme qui l'a sauvée et qui l'a aidée dans cette situation. Mais malheureusement, elle n'a pas son nom ni son prénom. Donc si jamais il passe par là, un grand merci à ce monsieur. Ouais, on va pas se mytho qu'à mon avis, il se préparait un plan assez... vous savez, pas fou. J'ai l'impression de dire la même chose, mais bon, c'est un peu le but des threads d'horreur, c'est que normalement il se passe un truc pas fou. Et là, je pense que notre petite Poppy, elle aurait pas vécu un moment de plaisir. Donc heureusement qu'il y avait cet homme et qu'il s'en foutait pas royalement. Parce qu'il aurait pu avoir un homme, mais qui s'en fout royalement. Ça se peut aussi. Et pour ce 3e thread d'horreur, c'est un abonné qui me l'a envoyé directement sur Instagram. Et vous allez voir que c'est quand même quelque chose. C'est bien écrit et au moins on va un petit peu mieux s'immerger dans cette histoire. Allez, on commence. Mon histoire se passe en 2009 dans le sud de la France, dans une ville mondialement connue pour son festival international du film. Je vois pas ce que c'est, non, je vois pas. Et c'est pendant cette période que ça se déroule d'ailleurs. J'étais basketteur à ce moment-là, mais aussi en parallèle organisateur de soirées. Mes collègues et moi avons eu une opportunité d'organiser une soirée pendant le festival pour booster notre petit collectif, rien de mieux. En rentrant tard de l'avant-dernier match de la saison, je rejoins mes collègues dans la boîte de nuit où se déroule notre soirée. À cause du basket, j'ai pas pu assister aux réunions pour les préparatifs. Je ne fréquentais pas du tout ce lieu vu que je me suis fait refuser l'entrée plusieurs fois. Je me présente, fais un petit peu le tour du lieu et prends rapidement mon poste parce que c'était le rush à l'entrée. Notre soirée a eu un succès énorme et on a dû commencer à refuser du monde. Pas mal. Un serveur vient me voir en me tendant un verre en me disant que c'est de la part de sa collègue. Étant un peu dépassé par l'affluence, je ne le consomme même pas. Puis au cours de la soirée, la serveuse discute un petit peu en me proposant un autre verre, que je ne consomme pas non plus étant concentré sur le bon déroulement de la soirée. Le patron de la boîte nous rassemble avec les collègues et nous offre une table avec des consommations pour nous remercier de cette énorme soirée. Il a des étoiles dans les yeux tellement il est refait. Il y a eu de la moula. Je profite pour souffler un peu et me décide à consommer un verre. La serveuse du début vient à notre table et me ramène un verre que je consomme sans me poser de questions, étant dans l'euphorie de notre réussite. Ce n'est que le 2e verre que je consomme quand d'un coup je me sens pas très bien. Tout doucement, je commence à me sentir tout mou et à voir très flou par intermittence. J'arrive à me rendre jusqu'à l'entrée du club avec l'aide de la serveuse. Un collègue m'aide un peu à reprendre mes esprits à l'entrée, mais mon état devient un peu plus critique. Habitant à 200 mètres du lieu, mon collègue m'aide un petit peu pour la route et une fois dans ma rue, je lui dis que je vais me débrouiller pour rentrer chez moi. Ayant beaucoup de mal à marcher droit sur les derniers mètres, mon téléphone sonne. C'est mon collègue qui m'appelle et me dit qu'il y a 4 personnes qui me suivent. 2 personnes sont restées à l'angle pour le surveiller lui et quand je me retourne, je peux voir 2 personnes qui me suivent. Et j'accélère le pas comme je peux et vois les 2 hommes courir après moi. J'arrive à rentrer dans mon immeuble, mais la porte ferme une fois sur 2. J'habitais le bâtiment B à cette époque, donc il fallait que je traverse un premier bâtiment pour arriver chez moi. Je traverse le premier bâtiment, mais arrivé dans le mien, je n'allume pas les lumières parce que je connais par cœur le lieu. Et j'ai bien fait parce que mes poursuivants avaient réussi à rentrer aussi vu que la porte ferme une fois sur 2. Je rentre dans mon appartement, arrive à verrouiller ma porte d'entrée et m'écroule subitement au sol, embarquant une assiette avec moi qui casse et attire mes poursuivants. J'étais conscient mais incapable de bouger et je les entendais dans les étages en train de me chercher. Le lendemain, je me rends aux urgences parce que je me suis ouvert en tombant et j'en profite pour faire une prise de sang parce que je suis quand même resté 5 heures conscient sans pouvoir bouger. Les résultats tombent et il s'avère que j'ai été drogué et par la suite j'ai appris que dans la boîte de nuit où nous avons organisé notre soirée circulait un gros trafic de drogue. 2 de mes poursuivants et moi nous nous sommes revus devant mon bâtiment. Et ils m'ont confondu avec un client qui ne s'était pas acquitté de sa dette. Par la suite, j'ai fait une croix sur le monde de la nuit et une fois ma saison de basket finie, j'ai changé de région. Je n'ai jamais remis les pieds à Cannes, même 13 ans après cette mésaventure. J'ai raconté mon histoire à des potes il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai pensé à la partager pour un éventuel thread. J'espère que mon histoire te plaira en tout cas. Ah, pour moi oui, je la kiffe. Pour toi c'était une autre galère. Il a rajouté la bise les petits potes. Ça c'est pour vous, il vous dit la bise, donc ça c'est cool.
D'ailleurs, j'ai pu parler un petit peu plus après avec lui et ils ont chopé le gars qui devait la dette. Malheureusement, il a été laissé quasiment pour mort sur une plage. Donc ouais, fallait carrément pas déconner avec ces mecs de la boîte. Du coup, heureusement qu'ils n'ont pas chopé notre abonné là. Parce que là déjà c'était pas fou, rester 5 heures conscient mais sans pouvoir bouger ou quoi. Tu te dis que c'était chiant à vivre mais putain ils auraient pu lui péter la gueule. Donc ouais, au final bah ça aurait pu être encore pire. En tout cas des bisous à toi et un grand merci pour nous avoir partagé ton histoire. Allez, on passe maintenant au 4e thread de cette vidéo. L'histoire que je vais vous raconter, eh bien c'est celle de Stella. Il faut savoir que justement, eh bien elle lit beaucoup de threads d'horreur et enfin aujourd'hui elle a décidé de partager son histoire avec nous. Enfin, c'était sur Reddit mais on va dire que c'est nous, ok? Aujourd'hui c'est une femme de 22 ans, mais quand cette histoire se passe, elle n'avait que 18 ans. Sauf que ça commence encore un petit peu avant. Tout d'abord, quelques jours avant ses 16 ans, alors qu'elle était en 2e année de lycée, eh bien elle a été malheureusement abusée par un gars qui avait 17 ans. Ce gars-là, il était dans le même lycée qu'elle, il était carrément en terminale. Bon, pour que ça soit un petit peu plus fluide, eh bien on va nommer ce gars Connor. Après ces événements, eh bien Connor a été expulsé de l'école. Mais Stella le voit toujours de temps en temps dans sa ville. Quand elle le voit, Connor se contente de la fixer et cela la terrifie. Puisque après ce qui s'est passé, bah Stella, elle a beaucoup de séquelles. D'ailleurs, elle en a toujours même aujourd'hui et c'est compréhensible. Mais à chaque fois qu'elle le voit dans sa ville, elle a peur qu'il vienne la tuer. Puisque oui, elle l'a dénoncé pour ce qu'il a fait. Stella s'est d'ailleurs confiée à une amie à elle sur ce qu'elle ressentait. Et cette amie, elle a pas cherché, midi à 14 h, elle a décidé d'aller en parler à la police. Ce qui a entraîné tout bonnement l'arrestation de Connor. Mais Stella, bah forcément, elle a toujours peur des représailles. On est d'accord pour dire que à ce moment-là, c'est une période assez trouble pour Stella. Mais il y a un an de tout ça, eh bien il y avait eu encore un événement qui était quand même assez bizarre. Quand elle était en première année de lycée, eh bien il y avait un garçon qui s'appelait Luc. Et ce fameux Luc a posté un message sur Facebook comme quoi il allait apporter un couteau à l'école et qu'il allait poignarder tout le monde. Bon, avant que ça se passe, ce gars-là a été attrapé et il a été arrêté. Suite à ça, il a été expulsé et tout le monde lui a donné un petit surnom, le poignardeur de l'école. Enfin, une dernière chose à savoir sur Stella et sa meilleure amie, eh bien au lycée, ils passaient leur temps à fumer tout et rien. Elles fumaient vraiment de l'herbe tous les jours. Puis le soir venu, eh bien elles utilisaient des substances encore plus dures. Du truc comme du coca, vous savez, des petits acides et d'autres substances. Bon allez, on passe maintenant à ce qui s'est passé pour cette histoire. C'est le 18e anniversaire de sa meilleure amie et c'est le début de la terminale pour elle. Alors Stella et sa meilleure amie ont décidé de louer une chambre d'hôtel et d'organiser une fête. Elles invitent à peu près tous les gens qu'elles connaissent. Elles ont même partagé tout ça sur les réseaux sociaux, comme quoi il y allait avoir de l'alcool et une chambre d'hôtel rien que pour elles. Ensuite, elles ont envoyé quelques messages à leurs potes histoire de leur donner un petit peu plus de détails sur la fête. Mais bon, pour pas changer les mauvaises habitudes, eh bien avant que tout le monde n'arrive, Stella et sa meilleure amie ont décidé de se prendre quelques petites substances. Comment vous dire que c'est un truc assez dur, c'est un nouveau bonbon. Et c'est la première fois qu'elles vont prendre ce nouveau produit. Ce qui fait qu'elles sont défoncées mais comme jamais. Pour vous dire, c'est à tel point que les deux filles ont commencé à boire un petit coup et la meilleure amie, elle a fini par vomir alors que la fête n'avait même pas commencé. Et pourtant, la meilleure amie de Stella, eh bien elle est pas aussi défoncée qu'elle. Puisque Stella, elle a carrément des hallucinations et elle a même l'impression d'être sur une autre planète. Bon, finalement, quelques temps passent et la fête a déjà commencé. Apparemment, il y a un nombre de personnes correctes, je sais pas ce qu'elle entend par là, mais oui, c'est ça qui a écrit dans le truc. Il y a un nombre de personnes correctes. Stella connaît la plupart des personnes présentes et certaines sont des amies d'autres amis. Elle les reconnaît mais elle ne les connaît pas personnellement. Au fur et à mesure que la nuit avance, presque tout le monde est ivre et décide de fumer de l'herbe. Autant vous dire qu'à ce moment-là, Stella, elle est vraiment dans un autre monde. Elle se dit que elle, pour le coup, elle a pas besoin de fumer. Elle décide donc de rester dans la chambre et de profiter de son petit moment de défonce et de ses hallucinations. Après que tout le monde soit parti, elle remarque à moitié qu'il reste une personne devant elle. Stella ne reconnaît pas ce gars et elle remarque qu'il a quand même décidé de rester dans la chambre. Bref, je vous le dis, elle y fait pas vraiment attention étant donné qu'elle est quand même sacrément défoncée. Alors oui, elle sait que ça semble redondant, mais c'est très important au moment de cette histoire. Pendant qu'elle est assise là, le gars commence la conversation avec elle. Après quelques minutes de conversation informelle, ce garçon mentionne son meilleur ami et dit « Je suis presque sûr que tu le connais. Son nom, c'est Connor. » Je reprends les termes, mais sur le moment, Stella, eh bien, elle se chie carrément dessus. Surtout que Connor, eh bien, il a déjà dû parler d'elle. Quand elle lève les yeux pour regarder ce mec, elle peut voir qu'il lui a dit ça en sachant très bien qui elle était. Là, dans la tête de Stella, elle a immédiatement pensé que Connor a envoyé son meilleur ami à la fête pour la chercher.
et que par conséquence, il n'était pas parti fumer avec les autres pour avoir une opportunité d'être seul avec elle. La seule solution qu'elle a trouvée à ce moment-là, c'est d'être désinvolte et lui dit qu'elle pense qu'elle le connaît peut-être. Là, le gars va alors lui demander « Tu connais le poignardeur de l'école ?» Stella lui répond que oui, elle le connaît. Et c'est là que le garçon va sortir un couteau de sa poche et lui dire que oui, c'est lui le poignardeur de l'école. Il se met alors à faire tourner le couteau avec ses doigts. À ce moment-là, Stella elle est sûre d'une chose, c'est qu'il va la tuer et se venger pour son meilleur ami. Stella a alors décidé d'envoyer un texto à sa meilleure amie pour lui dire ce qui se passait et qu'il fallait qu'elle revienne avec tout le monde. Après ce qui semble être des heures alors que ça fait probablement 2 minutes, eh bien tout le monde est revenu. En voyant tout le beau monde remarquer, eh bien le garçon chelou a décidé de disparaître. Après ça, pendant la soirée, Stella ne l'a plus jamais revu. Encore aujourd'hui, Stella ne peut pas imaginer ce qui se serait passé si tout le monde n'était pas revenu. Elle est sûre d'une chose, c'est que ce garçon n'avait pas de bonnes intentions à son égard. On ne vient pas aborder quelqu'un en lui disant que son meilleur ami est celui qui a abusé d'elle, ainsi que se présenter en étant celui qui voulait poignarder tout le monde dans l'école. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Alors bien évidemment, disclaimer, ne prenez pas de petits bonbons. Bon, vous pouvez prendre les bonbons, les normaux là, les petits machins, c'est pas bon pour les dents, mais voilà, ça va jamais tuer personne on va dire. Sauf que les autres, vous voyez, ça peut vous mener dans des trucs pas fameux. Même si en l'occurrence, c'est pas forcément ça qui a joué, elles auraient peut-être fait une soirée sans petits bonbons. Mais bon, dans l'histoire, je vous avoue qu'on a quand même l'impression qu'elle est vraiment dans un autre monde. Après, on peut pas lui reprocher ce qui lui arrive, elle y peut rien. Allez, on passe maintenant à la prochaine histoire. Alors pour cette histoire, je vais vous la faire à la première personne, étant donné que j'ai envie qu'on s'immerge un petit peu dans le truc. Et j'avoue que cette histoire, c'est un petit peu mon coup de cœur, c'est pour ça que je vous la mets en dernier. Cette histoire se déroule dans une très petite ville de la région du nord-est des États-Unis pendant l'été avant que je ne parte à l'université en 2015. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, mes parents ont décidé de déménager dans une maison plus petite et plus abordable à environ 45 minutes au nord dans les montagnes. Nous sommes restés dans la maison de mon enfance parce que les écoles publiques de ma région étaient les meilleures de l'État et que mes parents appréciaient vraiment mon éducation. J'ai fini par aller dans une université incroyable et maintenant j'ai une carrière incroyable grâce à mon excellente éducation. Comme la plupart des gens aux États-Unis le savent, une éducation publique exceptionnelle signifie généralement des impôts fonciers plus élevés. Mes parents sont arrivés au point où ils ne pouvaient plus payer les taxes sur leur maison de 4000 pieds carrés et ils ont décidé de la vendre juste après que j'obtienne mon diplôme d'études secondaires. Leur maison est humble et se trouve sur un beau terrain à flanc d'une belle montagne. Les arbres sont toujours si verts et il y a beaucoup d'animaux sauvages autour. Ils n'ont pas beaucoup de voisins non plus. En août 2015, nous avons emménagé dans cette nouvelle maison. Je n'avais pas l'intention de rester longtemps car je me préparais à partir pour la première fois à l'université en tant qu'étudiante de première année. Nous avons décidé d'organiser une petite pendaison de crémaillère avec un groupe d'amis de la famille et ma meilleure amie de l'époque également. Mon père s'occupait du barbecue, ma mère préparait des boissons et nous jouions avec nos chiens. C'était un grand moment et tout le monde s'est tellement amusé. Mon père avait construit un foyer en briques dans notre cour arrière. Juste pour vous mettre en scène, le foyer était à environ 10 mètres de notre porte-fenêtre arrière. Et nous avions une table de pique-nique et d'autres sièges tout autour. Derrière les sièges se trouvait la limite des arbres. Il faisait si sombre. Parfois, la nuit, il fallait une lampe de poche pour voir à 10 pieds devant soi. Ma meilleure amie a décidé de rester pour la nuit et nous avons demandé à mon père si nous pouvions faire des chamallows. Comme il faisait un peu froid, mes parents nous ont laissés dehors avec mon chien Nino. Nino était un mélange d'un labrador noir et d'un pitbull. C'était un chien tellement loyal et incroyable que mon père l'a entraîné comme bras droit. Il était notre protecteur car il pouvait courir extrêmement vite. Il était très fort et nous alertait lorsque quelque chose se produisait dans la nuit. Petite remarque complémentaire, malheureusement Nino est décédé une semaine avant son mariage en 2022. Il avait 17 ans et il a vécu une vie aventureuse avec ses parents. Il a chassé des écureuils, il s'allongeait au soleil et il se déchaînait comme un petit fou. Des bisous à lui, reprenons l'histoire. Nino s'est allongé entre nous, face à la limite des arbres, et ma meilleure amie était à ma droite. Nous tournions le dos à la ligne sombre et dense des arbres. Notre première erreur. Nous rions, plaisantions et mangions des chamallows ensemble. Nous planifions notre avenir et étions généralement ravis d'aller à l'université ensemble. Elle a décidé de jouer de la musique et nous nous sommes simplement détendus, satisfaites et à l'aise. C'était une nuit d'été parfaite, jusqu'à ce que Nino se mette à grogner. J'ai vu ses oreilles se dresser et sa tête penchée sur le côté. Il s'est alors assis et a continué à grogner. Ma meilleure amie et moi, nous nous sommes regardés, pensant que Nino venait de voir un animal errant ou quelque chose de non menaçant. Cette région était connue pour beaucoup de cerfs et rarement un petit coyote ou un loup.
Comme il a été formé pour aider mon père à chasser le cerf, nous avons supposé que c'était un mâle ou un faon au loin derrière nous. Encore une fois, Nino a commencé à grogner. Eh bien, c'était notre deuxième erreur. Nous n'avons pas appelé mon père. Nous ne pensions même pas qu'il y avait un problème jusqu'à ce que Nino se mette à aboyer à plusieurs reprises. Cette fois, plus fort et avec plus de conviction. Il s'est levé et a commencé à aboyer comme s'il nous alertait d'une activité au-delà de la limite des arbres, que nous ne pouvions même pas voir. Nous nous sommes levés également. Le feu obscurcissait notre vue. Ma meilleure amie a pris son téléphone, a mis la musique sur pause et a allumé sa lampe torche. Elle a commencé à marcher vers le bord de la limite des arbres avec Nino à ses côtés, toujours en train de grogner et d'aboyer, nous avertissant de ne pas aller plus loin et d'appeler à l'aide. Nous sommes restés immobiles, en silence, écoutant le moindre bruit. J'avais trop peur pour même respirer à ce stade. Elle a commencé à marcher dans les bois, et quand elle a allumé sa lampe de poche de nouveau, elle a vu une silhouette. Quelqu'un regardait derrière un arbre. C'était un homme avec une chemise verte et un pantalon vert. Un homme d'environ 1,80 m avec des lunettes. Nous avons crié et couru aussi vite que possible à l'intérieur, laissant le feu sans surveillance et cet homme effrayant derrière l'arbre. Ce que nous ne savions pas à l'époque, c'était d'où venait cet homme. Nous nous sommes écrasés à travers notre porte d'entrée, essoufflés avec Nino qui nous suivait. Nous avons surpris ma mère qui lavait la vaisselle et d'autres choses provenant de la fête. Elle parlait à mon père de quelque chose qu'ils avaient vu aux informations. Et je pense que nous l'avons interrompu au milieu de sa phrase pour lui expliquer qu'il y avait un homme vêtu de vert qui se cachait derrière un arbre dans les bois. Nous ne savions pas depuis combien de temps il était là, ou encore s'il était toujours là, mais nous pleurions toutes les deux. Je me souviens d'avoir été extrêmement malade, comme si j'allais vomir. Mon père s'est alors levé d'un bond, a attrapé son fusil de chasse et sa lampe frontale. Il a couru dehors avec Nino. Ma mère nous a réunis dans le salon. Elle a éteint toutes les lumières de la maison et a verrouillé les portes. Elle nous a dit de nous taire et qu'elle allait appeler le 911. Alors qu'elle faisait cela, ma meilleure amie et moi tremblions de peur. Nous anticipions des coups de feu et des cris. Mais je n'ai jamais entendu ça. Ma mère, maintenant au téléphone avec le 911, a décrit ce que nous avons vu à l'opératrice. J'ai entendu ma mère dire « Ah, très bien, je vois ». Tout ça d'une manière très alarmante. À ce moment-là, mon père est revenu à l'intérieur. Et ma mère lui a fait savoir que la police était en route vers chez nous. Être dans une petite ville sur la montagne avec moins de 10 000 habitants signifie que nous n'avons pas notre propre force de police. Nous obtenons la police des tâches chaque fois qu'il y a un appel aux intervenants d'urgence. Mon père a rangé son arme et a attendu dehors que la police se présente. À notre grande surprise, ils n'ont pas simplement envoyé un policier, mais 10 et toute une équipe SWAT ainsi qu'un hélicoptère pour faire le tour de la zone. Nous étions à juste titre terrifiés. J'étais pratiquement en train d'avoir une crise de panique à ce moment-là. Les policiers sont entrés dans notre maison et nous ont demandé à ma meilleure amie et à moi ce que l'homme portait, à quoi il ressemblait, et si nous pouvions discerner des cicatrices ou des tatouages. Nous avons alors expliqué l'étrange tenue verte assortie ainsi que les lunettes. L'officier s'est excusé et a alerté la police et les membres du SWAT en dehors de notre description. Ils ont commencé à fouiller les bois derrière notre maison avec des fusils, des lampes de poche et l'hélicoptère qui tournait au-dessus. Ils nous ont conseillé de rester à l'intérieur et qu'ils nous feraient savoir quand ou s'ils trouvaient quelque chose. Après environ 25 minutes, il y a eu un coup à la porte. Ce n'était pas un, mais 2 officiers cette fois. Mon père les a laissés entrer et ils ont commencé à nous expliquer la situation. Un officier a expliqué que nous avons dû voir aux nouvelles qu'un criminel condamné à de la prison à environ 20 km de là s'est échappé dans les montagnes. La police a établi un périmètre de 10 km autour de la prison, mais le condamné leur a encore échappé. La tenue que portait l'homme ainsi que notre description leur ont indiqué que le condamné évadé se cachait à 100% dans notre arrière-cour éloignée et densément boisée cette nuit-là. La tenue entièrement verte était celle portée par les prisonniers dans mon état. Ils n'ont cependant pas trouvé l'homme près de chez nous après 25 minutes de recherche. Il était toujours dehors. Les officiers nous ont fait savoir qu'ils allaient faire rester une voiture de patrouille et surveiller notre maison pendant quelques jours, car ils n'ont pas été en mesure de localiser le fugitif. Ils ont pensé qu'il constituait toujours une menace active pour notre sécurité. Cette nuit-là, et pendant 3 nuits après, nous avons tous dormi ensemble dans le salon. Le fusil de chasse de mon père était à portée de main de lui à tout moment. Plus tard, cette semaine-là, nous avons reçu un autre coup à notre porte de la part des agents postés à l'extérieur de notre maison. Ils nous ont fait savoir que l'homme était de retour en garde à vue et que nous étions en sécurité. Ils nous ont conseillé d'avoir des caméras de sécurité et ils nous ont dit à quel point ils étaient désolés que cela se soit produit. Après cela, mes parents ont dépensé environ 10 000 $ en caméras de sécurité et en clôture pour notre jardin. Tout est maintenant clôturé et nous avons environ 4 caméras pour surveiller la limite des arbres en tout temps. Je suppose que vous ne savez jamais ce qui va arriver ou ce qui se passe dans la nuit.
Je ne voudrais surtout pas revoir ce prisonnier évadé de prison. Alors ce thread là, ça dit quoi? Il était bien non? Moi j'ai kiffé, franchement je l'ai adoré. J'imagine trop les deux filles en train d'être avec leur petit chamallow avec le petit feu là. Et derrière il y a le chien qui se met à grogner tout le temps. Et il faut savoir que les chiens ils se mettent pas à gueuler pour rien. C'est qu'il se passe quelque chose. Et effectivement les filles elles pensaient juste que c'était un animal dans la forêt. Sacré animal quand même hein. Un mec sorti de prison. Bon, en tout cas je sais pas ce que vous avez pensé de tous ces threads d'horreur mais moi je les ai kiffés. Si c'est le cas bah n'hésitez pas, un petit pouce bleu et un abonnement ça me fera très plaisir. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.